Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous sommes en direct d'Abidjan pour le carrefour d'informations dont voici les principaux titres. Et à la une du journal Le Maroc où la vive réaction des banques ne s'est pas fait attendre suite aux propos injurieux du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Les banques marocaines dénoncent des propos insensés, même réaction indignée de la part de la RAM. La compagnie aérienne se réserve le droit d'attaquer en justice l'Algérie. Plus de détails dans ce journal. En Espagne, le bras de fer se poursuit entre Madrid et Barcelone. Après la mise sous tutelle de la Catalogne, Carles Puigdemont a annoncé qu'il va convoquer prochainement le Parlement catalan. Des explications dans ce journal. Et puis en Afrique centrale, au Gabon, les ministres des Affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont réaffirmé leurs engagements à soutenir la Centrafrique. Le pays est en effet englué dans une crise depuis des années. Une nouvelle feuille de route a été adoptée ce week-end à Libreville. Bonjour et merci de nous prendre en marche sur Medi 1 TV. Et à la une du journal, on part au Maroc où la vive réaction des banques ne s'est pas fait attendre suite aux propos injurieux du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie à travers un communiqué. Le groupement professionnel des banques du Maroc déclare que ces déclarations témoignent de l'ignorance totale et flagrante des règles de gouvernance et d'éthique qui régissent les activités des banques marocaines dans le monde et bien entendu sur le continent africain. De plus, ces mêmes déclarations s'inscrivent totalement à contre-courant de l'évolution institutionnelle et économique qu'ont connue nos frères africains dans tous les domaines. Le groupement des banques marocaines conclut son communiqué en déclarant qu'il se réserve tous les droits de recours contre les graves déclarations du ministre des Affaires étrangères d'Algérie. De son côté, la Royal Air Maroc a également réagi aux propos du ministre algérien des Affaires étrangères. Dans un communiqué, la RAM dénonce des propos dénués de tout fondement. Royal Air Maroc s'indigne de ces propos calomnieux exprimés à l'égard d'une compagnie aérienne qui œuvre depuis plusieurs décennies pour le renforcement des liens sociaux et économiques en Afrique, ajoute le communiqué, soulignant que la Royal Air Maroc est une compagnie internationalement reconnue, opérant selon les meilleurs standards de la réglementation de transport aérien mondial. Réputée pour ses normes draconiennes en matière de sécurité, elle est la deuxième compagnie en Afrique et bénéficie du label 4 étoiles Skytrax. La Royal Air Maroc entend enfin faire respecter son honneur, celui de ses 4000 collaborateurs et de ses 7 millions de passagers. Je vous le disais en titre, en Espagne, après la mise sous tutelle de la Catalogne, Carles Puigdemont a annoncé qu'il va convoquer prochainement une séance plénière du Parlement catalan. Ce dernier ouvrira un débat sur la déclaration d'indépendance et les mesures prises par Madrid. Avec Carles Puigdemont en tête, des dizaines de milliers d'indépendantistes catalans ont envahi le centre de Barcelone ce samedi. Ils réclament l'indépendance après que le gouvernement a demandé la destitution de l'exécutif catalan. Mariano Rajoy, président du gouvernement espagnol, a demandé le transfert des prérogatives de l'administration catalane à Madrid, la destitution de Carles Puigdemont et la tenue de nouvelles élections régionales dans les 6 prochains mois. Je vous le disais également en ouverture de ce journal sur le continent africain, plus précisément au Gabon. Nous allons vers la mise en place d'une nouvelle feuille de route pour accompagner les efforts de paix en Centrafrique. Eh bien, les ministres des Affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont réaffirmé leurs engagements à soutenir la RCA. Le pays est en effet englué dans une crise sans fin depuis plusieurs années. Voyons tout cela avec Ismaël Obiangze. Pas de solution miracle au sortir de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la CAC qui se tenait à Libreville sur la crise centrafricaine, mais beaucoup de volonté politique réaffirmée dans les discours officiels pour pacifier ce territoire de l'Afrique centrale. L'engagement des États membres a œuvré dans ce sens aux côtés de la communauté internationale et les Nations Unies rejoint le cap fixé par le pouvoir légitime de Bangui. La paix en République centrafricaine, c'est la stabilité et le gage de la sécurité dans toute la sous-région, y compris le développement harmonieux de notre sous-région. La présidence du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la zone est parvenue néanmoins à esquisser une feuille de route susceptible d'appuyer le processus de stabilisation du pays du professeur Faustin Archange Touadéra.
On a notamment évoqué la possibilité pour l'Afrique centrale de mettre en place une brigade spéciale qui peut, en appui à la MINUSCA, aider, n'est-ce pas, à rétablir la sécurité à travers le pays. Le défi est énorme. Il faut trouver les ressources nécessaires pour faire face au double défi sécuritaire et humanitaire qui affecte la RCA, une mission quasi difficile pour la CAC. Nous avons lancé un appel à la Réunion aux États membres pour qu'ils payent leur contribution au budget général de la CAC. Et surtout qu'ils payent aussi les arriérés qui sont très élevés. À combien vous les avez ? Au cours de 34 milliards. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CAC s'achève sur un projet de mise en place d'un comité de pilotage censé conduire la réforme institutionnelle de l'organisation. Une organisation qui reste elle-même plombée par une dette de 34 milliards de francs CFA pour conduire ces chantiers, dont la résolution de la crise centrafricaine. Ici, Libreville, Ismaël Obianzé pour Medi 1 TV. Dans le dossier de la crise en Libye, la nouvelle session de pourparlers inter-libyens à Tunis sous l'égide de l'ONU s'est achevée samedi, mais elle n'a pas enregistré d'avancée en vue de sortir la Libye d'une profonde crise politique et économique. Ces pourparlers réunissaient depuis le 15 octobre des membres du Parlement élus en 2014 et des ex-députés basés à Tripoli qui faisaient partie de l'Assemblée précédente. Toujours au nord de l'Afrique, en Égypte, au moins 54 policiers et des soldats ont été tués vendredi soir dans des affrontements avec des éléments islamistes dans l'oasis de Baharia, à 370 km au sud-ouest du Caire, selon des sources sécuritaires et médicales. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a confirmé l'incident, tout en évitant de donner un bilan des membres des forces de sécurité tués. Le communiqué a également précisé que plusieurs assaillants terroristes ont été tués lors des affrontements, mais aucune précision n'a été donnée quant à leur nombre. Le groupuscule extrémiste Asma a revendiqué l'attaque. Au Mali, le G5 Sahel plaide pour un large soutien de l'ONU à la force. Une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies se trouvait à Bamako avec à sa tête le représentant permanent de la France aux Nations Unies. La délégation de 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil est conduite par les ambassadeurs François Delattre de la France, Keda Alemo d'Éthiopie et Sebastiano Cardi d'Italie. Il s'agissait pour elle d'évaluer la situation sécuritaire des pays du G5 Sahel, mais également d'identifier l'appui à fournir pour répondre aux menaces auxquelles font face ces États. Cette visite s'achève ce dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso. Toujours sur le continent République démocratique du Congo, le pays a été élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il a recueilli 151 voix sur les 193 votes, une élection qui a suscité de vives critiques des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des citoyens congolais qui tirent un bilan sombre du Congo en matière de lutte pour les droits humains. Les détails avec ce récit de Amadou Sabarba. La République démocratique du Congo, parmi les 15 pays élus au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tombée comme une traînée de poutres, la nouvelle surprend certains citoyens de la capitale. Le Congo ne mérite pas, devant ce tableau sombre de violation des droits humains dans tous ses aspects, sur la dimension électorale, dans la société, les droits du travail, tout n'existait plus. L'Association congolaise pour l'accès à la justice fustige cette décision. Elle classe la RDC parmi les pires élèves en matière de droits de l'homme. Vous imaginez que ce vote intervient après la résolution du Conseil des droits de l'homme lui-même ayant décidé de mettre la RDC sous surveillance jusqu'en 2019 parce que la situation des droits de l'homme en RDC reste préoccupante. Du côté du pouvoir, ce mandat de 3 ans de la République démocratique du Congo aux Nations Unies témoigne une nouvelle preuve de confiance et une opportunité de contribuer à la lutte pour les droits humains. Et que nous espérons que ceux de nos frères politiques égarés ou prodigues sauront revenir à des bons sentiments pour accompagner la République et tout le peuple congolais dans sa nouvelle tâche.
Suite au refus du chef de l'État Joseph Kabila de démissionner à la fin de son second mandat présidentiel, la RDC est plongée dans une incertitude politique. Une dizaine de personnes tuées lors d'affrontements entre forces de l'ordre et citoyens contestataires, ce qui avait poussé les Nations Unies à ouvrir une enquête sur les violences meurtrières dans le centre du pays. Hors du continent, plus précisément au Japon, l'actuel Premier ministre Shinzo Abe devrait garder son poste à l'issue des législatives de ce dimanche. Pour la deuxième fois en 5 ans, Shinzo Abe a décidé de dissoudre la chambre basse du Parlement pour, dit-il, écouter les citoyens. En face de lui se trouve une opposition divisée. Le taux de participation aux législatives de dimanche était en hausse par rapport aux précédentes élections de ce type en 2014, a annoncé le gouvernement japonais. Et ce, malgré les pluies torrentielles qui s'abattent sur l'archipel à l'approche d'un puissant typhon. Retour sur le continent, plus précisément en Côte d'Ivoire, pour parler d'art et de culture. Pour parler d'art, bien sûr, une toile pour sauver l'enfance est le thème d'un vernissage qui se déroule depuis le 19 octobre et qui finira le 4 décembre prochain. 50 peintres ivoiriens ont décidé de mettre leur talent à la disposition des enfants. Les fonds récoltés serviront à l'achat de manuels scolaires. C'est ce que nous disent ici Fama Dione et Romuald Dago. Tout au long de ce couloir sont exposées des œuvres artistiques, des toiles qui, pour la plupart, traitent de la thématique des enfants, une initiative de la Fondation Tous pour les enfants. Nous avons réfléchi à un projet qui pourrait éventuellement toucher tous les enfants de ce pays en même temps. Voilà. J'ai réuni une vingtaine d'artistes peintres et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir les enfants. Une toile vendue peut sauver des enfants, c'est du moins la conviction des organisateurs et des artistes qui ont répondu massivement à l'appel. Des tableaux qui expriment la créativité et l'originalité de leurs auteurs. C'est le cas de ce jeune artiste qui s'est inspiré du clavier de son téléphone. J'ai utilisé d'abord les claviers sur les enfants parce que les enfants actuellement passent beaucoup de temps sur les téléphones portables que l'étude. Souvent, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens pour les acheter des téléphones. Quand ils se promènent, qu'ils ramassent un téléphone gâté, ils commencent à apprendre pour s'amuser. Voilà. Et ce téléphone-là peut causer des effets négatifs sur leur santé. Les fonds récoltés au cours de cette exposition serviront à acquérir 3 050 000 manuels illustrés, des manuels qui seront redistribués à des apprenants de la classe préparatoire jusqu'au CM2. Voilà qui referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction d'Abidjan et de Tanger. Merci de rester sur Médien TV. L'information continue sur notre chaîne.